La méthanisation s'est développée depuis de nombreuses années en France. Outre la production d'énergie, elle alimente les fermes en fertilisants que l'on appelle digestats. Mais quelle est la véritable valeur agronomique de ces types de coproduits? Quels en sont à terme les impacts sur les sols? Et quelles précautions prendre lors de leur épandage pour préserver notamment la qualité de l'air? Les chambres d'agriculture, aux côtés d'autres partenaires, se sont engagées dans plusieurs programmes d'expérimentation à grande échelle pour livrer quelques réponses à ces interrogations. Témoignage de Mariana Morera, service agronomie, gestion des sols et fertilisation à la Chambre d'agriculture de Bretagne, et Virginie Rioux, responsable de l'équipe sol à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Comment peut-on définir ce qu'est le digestat? Par quel processus se crée-t-il et sous quelle forme se présente-t-il? Bonjour, moi c'est Mariana Morera, je suis chargée de mission en gestion des sols et fertilisation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Le digestat est un coproduit de la méthanisation. Et la méthanisation est un procédé de dégradation de la matière organique par des bactéries en absence d'oxygène pour produire du biogaz, qui est une énergie renouvelable, surtout constituée de méthane et de dioxyde de carbone. Et toute la matière organique qui n'est pas digérée pour produire le biogaz va se retrouver dans ce digestat, dans ce coproduit. Donc, le digestat va être la partie de la matière organique qui n'est pas transformée en biogaz. Il va avoir dans le digestat cette matière organique non dégradée, les bactéries excédentaires et aussi les matières minérales conservées, comme l'azote, le phosphore et le potassium, que sont des éléments nutritifs pour fertiliser les cultures. En termes de consistance, le digestat peut être plus ou moins pâteux, ou visqueux ou solide selon le type de méthaniseur et aussi le type de post-traitement appliqué. Quelles en sont les différentes qualités? Et y a-t-il moyen de faire en sorte qu'agronomiquement les apports soient plus Il efficaces? n'existe pas un, mais des digestats. Les sources de variabilité sont les entrants. Donc, on peut avoir des méthaniseurs qui vont digérer des effluents d'élevage ou sans effluents d'élevage. Dans les effluents d'élevage, on peut avoir la digestion plutôt de fumier de bovin ou plutôt de lisier de porc, qui va donner aussi des digestats différents à la fin. On peut avoir la digestion de biodéchets, de coproduits de l'industrie agroalimentaire qui peuvent apporter encore plus d'azote au digestat. Donc ça, c'est une des sources de variabilité. On peut avoir aussi les conditions opératoires, c'est-à-dire le temps de séjour, la température, si c'est un procédé en voie humide ou en voie sèche, qui va donner des digestats avec des compositions différentes, des consistances différentes aussi. Et il va avoir aussi l'effet des post-traitements, s'il y a une séparation de phase, de stockage, de compostage ou de séchage. Mais par exemple, pour une séparation de phase, on va avoir un produit liquide et un produit solide qui vont avoir des compositions différentes. Donc, l'azote et la partie fertilisante va rester surtout dans la phase liquide et dans la phase solide, on va retrouver plutôt la matière organique. Donc, ça va être un produit avec un effet amendant plutôt que fertilisant. Est-il important de faire analyser son digestat avant de l'épandre? Vu toute cette variabilité, c'est très important de faire analyser son digestat, de connaître qu'est-ce qu'on a en termes d'éléments nutritifs pour pouvoir bien faire le calcul de dose et ajuster les apports aux besoins des cultures tout en respectant l'équilibre de la fertilisation. C'est aussi important de savoir si on est sur un produit avec une proportion d'azote minéral très élevée, ce qui peut arriver souvent avec les digestats parce que ça va être un produit avec des risques de perte d'ammoniac, c'est-à-dire d'azote par volatilisation à l'épandage plus important, et il faut adapter le matériel d'épandage en fonction. Donc, c'est-à-dire utiliser des matériels d'épandage moins émissifs pour éviter de perdre d'azote à l'épandage. Donc, il convient d'injecter directement le digestat dans le sol ou de l'enfouir au plus vite après l'épandage. Et si on a une culture en place, on évite d'épandre dans les jours à risque de volatilisation, c'est-à-dire les jours avec une température élevée, ensoleillée, avec beaucoup de vent. Et comme ça, on garde l'azote pour les cultures et on ne le perd pas vers l'atmosphère. Des expérimentations ont-elles été menées sur l'impact des différents digestats sur le sol? Dans quelles conditions? Et que nous révèlent-elles?
Bonjour, alors je suis Virginie Rioux, responsable de l'équipe sol à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc en fait, moi j'accompagne depuis déjà de nombreuses années les agriculteurs sur une meilleure connaissance de leur sol et aussi sur les conseils en fait sur les pratiques à mettre en œuvre pour préserver ces sols-là. Donc j'ai déjà participé à plusieurs programmes de recherche sur notamment les bioindicateurs, c'est-à-dire les indicateurs mobilisables notamment sur le terrain pour mieux connaître la fertilité des sols et notamment la fertilité biologique et les impacts des pratiques. Et donc là, sur le sujet des digestats, j'ai participé au projet Métabiosol. C'est un CASDAR qui est terminé, qui était piloté par l'INRA de Dijon et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et qui s'est intéressé à mieux connaître en fait l'impact des digestats sur la fertilité biologique des sols. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet, en fait, on avait 3 échelles qui étaient expérimentées, à la fois un diagnostic plutôt à l'échelle du laboratoire, en conditions contrôlées, des tests qui ont été effectués sur des essais longue durée. On comparait différents produits résiduaires organiques dont les digestats, et aussi des analyses de sol qui ont pu être faites à l'échelle d'un réseau de 80 fermes à l'échelle de 4 régions françaises. Et donc ça, c'était assez intéressant pour à la fois voir des choses qui pouvaient se passer en fait en conditions contrôlées et qu'on ne retrouvait pas forcément en conditions de vraie vie, on va dire, en conditions de pratiques agricoles sur une parcelle agriculteur. Donc ce que ça a pu nous apprendre par rapport aux impacts des digestats sur la qualité biologique des sols, bon, c'est plusieurs choses. C'est quand on regarde du côté plutôt de conditions contrôlées, on a vu que effectivement il y avait des points de vigilance à avoir en fonction des types de sols, notamment sur des sols qui ont des textures un petit peu plus fragiles comme des sols sableux, et aussi que effectivement en fonction des types de digestats qui peuvent être différents, comme l'a dit Mariana tout à l'heure, on pouvait avoir des apports carbonés au sol qui peuvent être différents, et ça il fallait être aussi vigilant parce que forcément le carbone c'est le carburant de la vie du sol, et donc parfois il faut être vigilant à ce que cet apport soit suffisant. Et en fait, quand on a remis tout ça à l'échelle de la vraie vie, à l'échelle des parcelles d'exploitation agricole, on se rend compte que là, c'est difficile de mesurer l'impact des digestats sur la qualité biologique des sols. Pourquoi ? Parce que sur une parcelle, en fait, quand on va qualifier la fertilité biologique d'un sol, on va avoir plusieurs choses qui vont impacter, en fait, parce qu'on va avoir à la fois une pratique de travail du sol, une rotation, des couverts, mais aussi une fertilisation à base en partie de digestats. Et finalement, quand on va regarder l'état de fertilité biologique du sol, ça va être la résultante de l'ensemble de ces pratiques. Donc, il est difficile, en fait, d'isoler particulièrement le digestat. Donc, ce qu'on a pu noter, en fait, dans Métabiosol, c'est surtout ça, c'est-à-dire de faire plutôt une approche globale et une évaluation globale des pratiques à l'échelle du système de culture, et peut-être tendre vers une approche aussi relative au carbone et d'effectuer des bilans humiques à l'échelle du système de culture pour s'interroger finalement sur le retour au sol suffisant de carbone à l'échelle du système de culture. Voilà. Ensuite, on a pu quand même, au travers de ce réseau de parcelles, échanger avec les agriculteurs et relever un certain nombre de pratiques pouvant être améliorées et qui sont pas forcément des pratiques qui sont uniquement liées au digestat, mais qui sont aussi des pratiques on va dire, de préservation du sol de manière générale, c'est-à-dire à la fois moins travailler son sol, utiliser des couverts, ramener, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, suffisamment de carbone au sol. Et en ce qui concerne les digestats, c'était plutôt travailler sur les bonnes pratiques d'apport, comme on l'a pu le dire précédemment, mais aussi les notions de quantité suffisamment réparties à l'échelle du système de culture. Y a-t-il d'autres programmes en cours de développement au sujet du digestat ? Nous avons actuellement en Bretagne un programme en cours dans la suite du projet ABBA sur les leviers pour réduire les émissions d'ammoniac vers l'air. Donc, le programme ABBA, c'était un projet européen portant sur les réductions d'ammoniac d'origine agricole dans l'air ambiant en Bretagne. Et c'était un projet mené par la Chambre d'agriculture avec Airbrise. Et cette fois-ci, on va centrer plutôt sur les épandages de digestats et autour de Rennes Métropole pour choisir un secteur où le grand public peut être aussi sensible à la qualité de l'air
Et on a choisi de travailler sur les digestats parce que les digestats peuvent avoir une proportion d'azote minéral plus élevée, un pH plus élevé, donc ce sont des produits assez sensibles à la volatilisation. Donc on travaille avec les agriculteurs pour trouver avec eux et leur sensibiliser aussi à utiliser des matériels d'épandage moins émissifs, soit des pendières, mais bien utilisés au ras du sol pour éviter les pertes, soit des enfouisseurs. Et comment utiliser ce matériel? Éviter d'entrer dans les parcelles quand les sols sont pas portants parce que c'est pas juste de réduire les pertes par volatilisation, mais aussi conserver leur sol. Et on fait des démonstrations d'épandage où on compare différents types de matériel et on utilise les outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet ABA, c'est-à-dire une application mobile qui s'appelle Agrivisionnaire où on peut regarder le jour d'épandage en fonction des conditions météo et du matériel qu'on utilise pour le produit qu'on est en train d'épandre, dont les digestats, quelles sont les pertes d'azote qui vont avoir lieu par volatilisation. Et l'outil va nous dire si c'est une journée à risque ou pas, ou s'il vaut mieux attendre demain ou après-demain. On utilise aussi les tubes Trager, qui sont des petits tubes similaires aux éthylotests, mais qui mesurent plutôt la concentration d'ammoniac dans l'air et qui nous permet de voir la concentration d'ammoniac juste après l'épandage. Et si on utilise différents matériels sur une même parcelle, on peut comparer quelle est la concentration. Et on fait aussi un suivi du pourcentage de digestats en surface, en imaginant que plus on a de digestats en surface, plus on va avoir de pertes d'azote par volatilisation. Avec une méthode qui s'appelle la méthode V4, on fait plusieurs répétitions et ça va nous permettre de dire si avec un tel chantier d'épandage, on a plus ou moins de digestats en surface et on était plus ou moins à risque de perte d'azote par volatilisation. Donc, ce sont des outils assez pédagogiques et qui nous aident à sensibiliser les agriculteurs, dans ce cas-là, les agriculteurs méthaniseurs, sur les risques de perte d'azote vers l'air et comment faire pour conserver le digestat pour les cultures. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre chambre d'agriculture et à vous rendre sur les sites internet Métabiosol, Agrivisionnaire et fertiliser avec des digestats.fr.